Je sors du Mont-Saint-Michel et je vois les gendarmes avec des talkie-walkie et j'entends accident, sauf que là je vois l'hélicoptère jaune et une personne allongée au sol. Et là je comprends que c'est quelqu'un de l'équipe qui a eu accident. Je vais vous parler de Maradona. Alors, Maradona décède le 25 novembre 2020. On est au début du Covid et Jafet m'appelle, il me dit tu pourrais dessiner Maradona sur la plage pour mon ami Georges Burruchaga qui est en Argentine et qui était un proche de Maradona, qui a joué avec lui, qui a gagné la Coupe du Monde avec lui. Je dis ok, on fait ça, mais il me fallait un droniste. Donc je m'étais renseigné, mais je connaissais quelqu'un de Casson, pas loin de chez moi, Eric. Alors pour ce dessin, oui, en effet, c'est Fredo qui m'appelle comme ça. On avait eu l'occasion de faire un tout premier dessin lors d'une Coupe du Monde avec Didier Deschamps. C'était vraiment de l'improvisation. Là, il m'appelle pour un vrai projet. Et pour le coup, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. C'est la première fois que j'allais sur une plage avec lui. Et je dis il faut qu'on mette un gamin. Un gamin qui sache jouer au foot, au moins faire des jongles. Et là, j'ai Hugo, qui est le fils d'ami d'Eric. Enfin, ses parents m'envoient une photo, mais il avait les cheveux longs. Pourquoi ? Parce que les salons de coiffure étaient fermés, on était en plein Covid. Oh, j'ai cheveux longs et tout, on dirait le fils de Diego Maradona. Je dis, on l'emmène avec nous. Et le lendemain, on va sur une plage vendéenne où j'avais fait mon premier beach art. J'avais fait Raymond Coppa pour Canal+, en 2016. Donc ça m'a rappelé des bons souvenirs. Et on part tous les trois. C'était tout frais, donc on n'a pas eu le temps de calculer quoi que ce soit. Pour intéresser le spectateur, il faut absolument qu'une vidéo soit un minimum calculée. Donc il fallait un scénario très bref. J'avais un scénario qui était une sorte de petit storyboard que Fredo avait griffonné et je ne savais pas trop à quoi m'en tenir, donc c'était un petit peu stressant quand même. Parce que l'idée c'était que la vidéo finisse dans les mains de la famille de Maradona et j'avais pas du tout envie de me louper. Donc on s'est dit ce coup-là, on fait un petit truc tout simple et on laisse place un peu à l'improvisation et toutes les occasions qui se présentent. Julien voit une femme avec un cheval et puis il l'a mis dans le film et le cheval, c'est le petit détail, ça rappelle l'Argentine, la Pampa. Et ce qui était fantastique, c'est que tout s'est bien synchronisé. Ça veut dire que le dessin a été fait juste pile poil dans les temps, de façon à ce que la mer recouvre le regard et le visage de Maradona petit à petit. Et là, c'est là où ça parle, hein, le visage qui s'efface, avec le petit garçon dessus qui joue au ballon. Je pense que là, on avait notre vidéo. Sur le chemin du retour, moi je conduisais et Julien était avec l'ordinateur à faire le montage. Et le soir même, à 21h30, j'envoie la vidéo à Jafet. Jafet l'envoie à Georges Burruchaga, qui était avec la famille Maradona en Argentine, à Buenos Aires. Et ils ont pu voir la vidéo dès le lendemain. Et bien sûr, il y a une émotion forte apparemment. Et voilà, c'était un des premiers films avec Julien. Il y a eu pas mal de vues sur les réseaux parce que Canal+ l'avait partagé. Donc suite à ça, avec Julien, je dis faut qu'on continue à faire des dessins sur le sable, mais toujours avec un scénario. Mine de rien, faire un dessin entre deux marées, c'est beaucoup de boulot et fonctionner comme il faisait avec son drone, faire ses propres vidéos, etc. Ça lui rajoute quand même une pression, un poids. Et puis là, le fait de se décharger de toute la partie vidéo, je pense que ça lui permet déjà d'être plus serein sur son œuvre d'art. Et puis moi, j'ai joué le jeu parce que je trouvais ça vraiment sympa de travailler avec lui. Ça me permet un peu de libérer ma créativité, quoi. Donc la devise, c'est on raconte une histoire autour du dessin, et le dessin, il faut qu'il fasse la taille à peu près d'un terrain de foot. Parce que mon nom d'artiste, c'est Endo, comme Jafet Endoram, qui était un grand footballeur de Nantes. Donc la devise, c'est on fait toujours la grandeur d'un terrain de foot. La pelota para Maradona, arranca por la derecha.
derecha al genio del fútbol mundial. Es el que está viendo por Maruchan, siempre Maradona. Genio, 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 ta, 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 ta. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. C'est le festival de la musique du film de La Baule qui m'appelle, en accord avec la mairie, pour réaliser Clint Eastwood sur la plage de La Baule. Pourquoi? Parce que le fils de Clint Eastwood, qui est un grand compositeur de musique de film, il fait toutes les musiques du film de son père d'ailleurs, était l'invité d'honneur du festival. Sky Eastwood. J'arrive, il y avait plein d'algues, et là je ramasse d'abord toutes les algues. J'étais tout seul. Et il y avait Gérard Jugnot, plus loin, tout ça, tout le gratin à La Baule du cinéma, et qui me regardait de loin ramasser les algues. Et là, je décide de faire Clint Eastwood de côté, pour avoir moins de travail, en plus avec les rides et tout ça. Et ça serait très bien passé. Et ils l'ont offert le tableau au fils de Clint Eastwood le lendemain. Je lui ai montré la vidéo. Il a envoyé la vidéo devant moi à son père. Et là, apparemment, son père était bluffé. Évidemment, il y a eu mon papa qui adore les westerns, qui adore Clint Eastwood. Bah, rien que pour ça, j'étais content. J'avais mis le dessin, le tableau, chez un ami restaurateur à Paris, Stéphane Pitry, qui l'avait exposé dans son restaurant. Et là, Pierre Lescure de Canal+, ancien président du Festival de Cannes, voit le tableau. Et là, mon copain restaurateur m'appelle, il me dit « Écoute Fredo, il y a Pierre Lescure, il voit ton tableau, j'ai envie de lui offrir. » Moi, ce que je fais, je lui dis « Écoute, moi j'adore le cinéma, tu dis à Pierre Lescure, tu lui offres. » 5 minutes après, Pierre Lescure m'appelle. Il dit voilà, merci beaucoup pour le tableau, c'est super ce que vous faites. Vous en avez d'autres des prévus? On a le 80e anniversaire en Moab Beach, mais je ne sais pas trop ce que je vais faire encore. Et là, il me dit vous ne pourriez pas faire Tom Hanks par rapport au soldat Ryan? J'appelle Julien, j'en parle. Sur une plage mythique au Moab Beach, on y va. Fallait aussi encore une idée de scénario. Et avec des amis collectionneurs de véhicules anciens, on décide de faire une séquence, alors non pas en Normandie, parce que bon, enfin les déplacements et tout, on a fait ça à Casson, à côté de Nantes, à côté de chez moi. Donc un dimanche matin, Julien est venu avec sa caméra, et là une dizaine de figurants, et là on était parti pour 4 heures de tournage, pour 20 secondes de vidéo. Ils ont un super char, très rare, un char Sherman, un char américain, et là on met 3 quarts d'heure pour le démarrer, il ne démarre pas. C'est là que je me suis dit,
À tout projet ambitieux, son lot d'emmerdes, quoi. Bon, on voyait l'heure qui passait. Donc on décide de prendre un autre engin. Et finalement, c'était pas plus mal parce que le char avec le canon, ça faisait vraiment guerre. Et finalement, Julien a eu le bon œil, le bon regard pour faire tout ça. Donc il y avait la traction. Il y a un figurant qu'on voit en gros plan qui voit passer un avion. Enfin, c'est pas un avion, c'est un carton. Je lui fais une ombre comme ça, avec un carton. Donc voilà, mais avec le montage que Julien nous a fait, donc moi c'est du cinéma. Hein. On a fait en une prise, c'était emballé. Et suite à ça, j'ai demandé à mon père aussi de faire figurant. Mon père adore le débarquement, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Donc on l'a emmené avec nous à Omaha Beach. Et puis là, sur place, on a Julien, avec son œil d'expert, nous a fait des plans dans le cimetière américain, sur la plage. Et apparemment, mon père, enfin ça c'est Julien qui m'a dit ça, il a été bon sur les premières prises. Nickel. Bravo au papa de Fredo, il a assuré. Parce que moi, j'étais en train de ratisser à côté. Donc, je ne pouvais pas tout voir. Chacun son boulot. Et là, franchement, j'ai renvoyé le film à Pierre Lescure. Et là, il a été bluffé. Alors, à Paris, il croit que nous, on a fait pendant une semaine, pour une séquence de 40 secondes, on a mis une semaine. Non, on a mis 2 heures. Les vidéos, c'est un moment de partage aussi. Donc, moi, ce que j'aime, c'est de rencontrer des gens différents, avec des parcours différents. Et puis, on se revoit encore. Donc, vraiment, et Omaha Beach, vraiment, plage mythique. Et Tom Hanks n'a toujours pas le tableau. Il a vu la vidéo, mais il n'a pas le tableau. On attend qu'il arrive en pèlerinage à Omaha Beach. Voilà. Pour la dernière de Daniel Craig, son dernier James Bond, on décide en partenariat avec l'hôtel L'Ermitage à La Baule. Quand il m'a dit waouh, il y a James Bond qui sort, j'aimerais bien faire Daniel Craig sur la plage. Je me suis dit, il faut tout donner, c'est mon fief.
Écoute, là, il nous faut du matos. Il faut qu'on trouve un James Bond, donc on n'a personne pour le moment. Il faut qu'on trouve une voiture, parce qu'un James Bond sans Aston Martin, ça n'a aucun intérêt. Il faut qu'on trouve des James Bond girls, donc voilà. Donc là, c'était un défi. Donc, quand il m'a dit ça, j'ai dit attends, pour la voiture, j'ai peut-être une idée. Je connais quelqu'un. Donc j'ai appelé une agence de location et de vente de voitures de luxe qui est sur Guérande là, et quand je lui ai expliqué le projet, ils ont accepté de se prêter au jeu. Donc il me dit, ils avaient des Aston Martin, donc le gars m'a dit tu veux laquelle? Sauf qu'elle était française, donc le volant à gauche. Et vous allez voir, il y a un détail, c'est que la personne descend comme s'il conduisait vraiment une Aston Martin anglaise. Donc il descend, mais il n'a pas de volant devant lui. Voilà, c'est ça le cinéma. On avait l'Aston Martin, après il a fallu trouver James Bond. Donc là on a appelé un petit peu tout le monde, des copains, tu connais pas quelqu'un qui a une bonne carrure, qui pourrait mettre un costard et puis faire James Bond. De toute façon il sera toujours tourné, il sera toujours filmé de dos. Donc voilà, l'idée c'est qu'on ait un Daniel Craig, quoi. Il est un beau garçon qui présente bien. Alors, il est carrossier peintre à Choisy-sur-Erne. Il avait un mariage le lendemain, donc il avait un beau costume. Donc il l'a essayé pour le mariage, parce que un beau costume qui lui allait très bien. Parce que je dis, il ne va pas acheter un costume pour 40 secondes de film. Et non, il avait un mariage, donc vraiment sympa. Il s'est pris au jeu, donc on le voit avec élégance. Et le personnel de l'Ermitage s'est pris au jeu. C'est vraiment, ils ont fait ça bénévolement. Ils sont pris au jeu et en 3 heures, c'était bouclé. Et il y avait aussi les femmes dans l'hôtel, c'était des copines de copains. J'avais une vieille valise attachée case, et du coup je me suis dit attends, il faut qu'on croie qu'il va sortir un fusil et qu'il montre qu'il est en train de le monter, quoi. Donc là j'avais une vieille pagaie de kayak qui pouvait faire l'affaire, hein. J'avais tous les morceaux cylindriques et hop, il n'y avait plus qu'à les monter, et hop, on avait vraiment la sensation qu'un fusil est en train de se monter. Et non, tout à coup on se rend compte que c'est le râteau qui permet de faire le dessin. Voilà. Et c'est le côté humoristique mais sympa aussi du film. Donc la plage de La Baule n'est pas facile parce qu'il y a une grande pente et le sable sèche vite. Donc c'est pour ça qu'à la fin du film, James Bond est un peu sec au milieu du visage. Et c'est marrant, à la fin, il y a une femme qui passe avec un cheval. Ça, c'est vraiment du hasard. Le drone était parti, la femme passe. On a laissé la séquence. Et franchement, ça faisait très british devant l'hôtel. Et le plan était vraiment sympa. Tous les cinémas de la Baule et des alentours ont passé ce film de 55 secondes avant chaque James Bond de Daniel Craig. Donc c'était un clin d'œil, c'était notre James Bond à nous qui passait sur les grands écrans de la Baule et autour.
Alors, le Vendée Globe, on a un lien fort avec le Vendée Globe parce que déjà, le Vendée Globe, ça rappelle quoi? La mer, la plage, les plages vendéennes. Et pour faire des dessins sur le sable, c'est l'idéal. Donc là, on nous avait appelé pour Arnaud Boissière la dernière fois, à l'occasion, parce qu'il détenait, s'il finissait le Vendée Globe, il détenait le record. C'était 6 Vendée Globe d'affilée. On prépare tout, avec ses sponsors qui venaient, chacun des sponsors venait avec un râteau, parce que je dis, ils vont bosser, hein, c'est plus sympa. Et là, dans la nuit, Arnaud Boissière casse son mât. Et là, on se dit, ils vont tout annuler. Et finalement, non, ils ont dit, pour l'encourager, parce qu'il avait un peu le blues, on va lui faire le dessin. On va le faire, on va lui dire qu'on était de tout cœur avec lui. Et là, tous les sponsors, et mon ami Alban Viau, qui coordonnait tout ça, eh bien, on a dessiné Arnaud Boissière, qui avait repris un peu de morale quand même. Sa femme, en plus, sa femme était avec leur jeune enfant, un bébé qui avait 6 mois. Il faisait très froid. On le voit dans la vidéo, hein, elle porte et tout. Les gens sont un petit peu arrivés en retard, la météo n'était pas si clémente que ça, il faisait frais. Et puis en plus, il y avait le stress du fait que Arnaud Boissière avait dématé, donc forcément les esprits ne sont pas si sereins que ça. Donc au lieu d'avoir un scénario un peu ficelé, finalement on a abandonné certaines idées. On voulait démarrer la vidéo avec tous les membres de son équipe, sa femme, etc., où on voit différentes scènes où ils sont en voiture, ils entendent l'info que Arnaud Boissière a dématé. Et c'est là où il y aurait eu l'élément déclencheur et on aurait compris pourquoi les gens se retrouvaient pour faire ce dessin et ça donne du sens tout de suite au projet. Et puis, bon, nous on est des petits à côté de ces navigateurs ou navigatrices, parce qu'on avait fait aussi Samantha Davy, on avait fait Charlie Dalin aussi avec Julien, où là on avait des problèmes techniques parce qu'il y avait du brouillard, et puis Julien montait le drone, et vous verrez à la fin du film, c'est pas un fondu blanc, non, c'est le brouillard qui fait ça. Mais c'était un bon moment, et puis le Vendée Globe, on y retournera la prochaine fois.
Alors Julien est droniste, mais il est aussi président d'un club du ULM de Nantes, donc passionné de tout ce qui vole en l'air. Et là, la mairie du Mont-Saint-Michel m'appelle pour rendre hommage à Thomas Pesquet, qui est normand. Et j'ai dit OK. Et je ne peux pas refuser, parce que au pied du Mont-Saint-Michel, franchement, c'est top, quoi. Donc avec Julien, on part. Et là, je sens que, bon, on fait le scénario ensemble, et il a l'idée qu'on compare un peu les astronautes avec les pilotes du LM, enfin qu'on trouve un lien avec tout ça. Alors je réalise pas toutes les vidéos pour Fredo, mais quand il m'a proposé de faire Thomas Pesquet au Mont-Saint-Michel, je lui ai dit bah oui, évidemment que je viens avec toi. Moi qui suis passionné d'espace et de tout ce qui vole, je pouvais pas louper ça. Par contre, c'était une sacrée organisation parce que faire des images aériennes au Mont-Saint-Michel, c'est très compliqué. C'est une zone qui est hyper réglementée, donc il faut des demandes préfectorales et du coup, c'est pas forcément chose aisée. Donc on les a faites. On les a faites et puis on a demandé toutes les options, hein, faire du drone, survoler en avion, etc. Et donc voilà. On était un petit peu dans le doute parce qu'on a eu ces autorisations que très peu de temps avant de partir. Alors déjà, on était un peu frileux sur le fait que la météo soit pas forcément bonne, parce que là-bas, il y a beaucoup de... Enfin, c'est la Manche, donc il y a souvent du brouillard, il y a souvent du vent. Le vent, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Se rajouter ce petit détail de stress en plus qui était d'avoir les autorisations à temps, c'était pas simple. Donc Fredo me dit un petit peu ce qu'il aimerait voir dans son film et il me dit qu'il voudrait bien voir apparaître un paramoteur qui survole le dessin, sachant que je suis pilote de paramoteur. C'est une sorte d'ULM, c'est un parapente avec un moteur en sac à dos. Il me dit je te verrais bien survoler le dessin. Là, moi, tout de suite je me dis ouais, mais ça va être génial, mais qui va filmer quoi. Donc en gros, après réflexion, on s'est dit bon bah non, moi je vais pas survoler le dessin, par contre je vais appeler des copains. Il y en a un qui fera celui qui survole le dessin, et puis il y en aura deux autres qui filmeront de loin en vol. Et moi je serai au sol pour assurer les prises de vue par drone et puis caméra. Donc un peu frustré, c'est vrai, j'aurais bien voulu survoler de très près ce mont, mais bon, j'ai offert ce plaisir-là à un copain, donc c'était très bien aussi. Après ce que Fredo m'annonce, je lui dis, bah écoute, moi ce que je vois, c'est un petit garçon qui regarde les étoiles, qui rêve de voler, et on le voit petit, ça pourrait représenter très bien l'enfant que Thomas Pesquet a pu être, ça j'en sais rien, mais j'imagine qu'il était aussi rêveur. Et du coup, cet enfant-là, on le voit plus tard décoller avec un paramoteur. Donc, il réalise un peu son rêve, il vole. Et du coup, je le mets en parallèle avec Pesquet qui, lui, décolle dans sa fusée. Ça donne un petit côté magique. Et puis tout ça sur une chanson mythique de David Bowie, dont le personnage s'appelle Tom. Et d'ailleurs, il faut savoir que, petit clin d'œil, Saint-Michel, c'est le saint des parachutistes dans l'armée. Ça tombait bien. Fredo a bien choisi sa date parce que ce jour-là, c'était aussi les commémorations du débarquement. Pour le coup, il y avait une représentation de l'armée de l'air qui larguait des parachutistes au Mont-Saint-Michel. Donc il a fallu se coordonner aussi avec ça. Alors la préfecture m'avait donné le contact d'un haut gradé qui justement était à la manœuvre, et du coup j'avais le numéro de téléphone des pilotes du Transal qui larguaient les parachutistes, et dès que nos prises de vue étaient terminées, je devais l'appeler pour lui dire allez-y, vous pouvez commencer, nous on a terminé. Le problème c'est que tout ne s'est pas si bien passé que ça, parce que j'avais voulu offrir l'opportunité à mes amis de survoler un lieu mythique qui habituellement est interdit.
en voulant leur donner ce plaisir-là, l'un s'est craché sur la piste en voulant atterrir à cause de turbulences fortes. Et là, j'ai eu un sentiment de culpabilité qui était énorme, quoi. Je vois les gendarmes avec des talkie-walkie et j'entends accident de paramoteur sur la piste d'atterrissage, machin, et là, je dis ah! Et là, je prends la bagnole, je file là-bas sur le camp de base, et là, je vois Julien, bon, impeccable, et sauf que là, je vois l'hélicoptère jaune et une personne allongée au sol. Et là, je comprends que c'est quelqu'un de l'équipe qui a eu un accident. Du coup, ça a un peu cassé l'ambiance du week-end. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, il va très bien et il continue de voler. Alors, le Mont-Saint-Michel, le maire m'avait donné le numéro d'un guide pour savoir à quel endroit il fallait vraiment faire l'astronaute. Parce qu'il y a vraiment des endroits où, vous savez bien, les sables de mouvement, tout ça. Et la marée ne montait pas pendant 2 jours jusqu'au mont. Donc, j'avais 2 jours pour dessiner, c'est rare. Donc, la veille, le vendredi, on dessine tout. Et là, je le fais, il faisait 95 mètres par 80 mètres au moins. Et si vous voulez, le maire m'avait dit, attention, Thomas Pesquet, il est dans le détail. Donc le boulon du casque, il faut qu'il soit là, il n'est pas là. Donc vraiment, il fallait vraiment être dans le détail. Et le vendredi soir, le maire nous laisse le mont à nous tout seuls. Et franchement, là, c'est la première fois, je suis comme vous, moi je connais le Mont-Saint-Michel avec des touristes de partout. Et là, on avait un chat qui traversait la rue. Avec l'équipe, on était vraiment tout seul dans le mont et franchement, c'était bluffant. Et là, Julien a fait les prises avec Tom, les ailes en carton, on le voit courir dans les rues du Mont, et franchement, c'était un super souvenir. Faire quoi après ça? Au Mont-Saint-Michel, je ne vais pas faire un footballeur. On a failli faire le pape avec Giroud, et là, la préfecture n'a pas voulu, parce que c'était trop religieux. Et c'est dommage, parce que Giroud était OK, tout le monde était OK, la mairie était OK du Mont-Saint-Michel, mais la préfecture n'a pas voulu. Des fois, il y a des couacs. Parce que bon, Julien demande toujours des demandes préfectorales. Ça ne se fait pas comme ça. Même gratter sur du sable, avec l'écosystème et tout, on peut pas faire n'importe quoi. Il y a quand même des demandes spécifiques à faire. Mais non, le Mont-Saint-Michel restera pour moi, même la vidéo, il y a Tom Hanks parce que mon papa joue dedans, mais le Mont-Saint-Michel, franchement, restera pour moi la plus belle vidéo. Pour l'instant, il y en aura d'autres, hein, mais pour l'instant, c'est la plus belle. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10, Ground control 9, to Major Tom. 8, 7, 6, Commencing 5, countdown, engines 4, on. 3, 2, Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can. Planet Earth is blue.
Alors, quand je dessine des chanteurs, c'est toujours en partenariat avec la Nuit de Lerne. Il m'annonce la liste d'artistes et on choisit un artiste pour lui offrir le tableau. Et là, le souhait de la Nuit de Lerne, cette année-là, c'était le chanteur M. On décide de faire M. Mais là, je dis, on va le faire avec les bénévoles de la Nuit de Lerne, enfin le noyau dur. Et là, je dis, on va péter le record, on va faire un beach art de 150 mètres de long. Donc ça veut dire que le bras de guitare que vous voyez au milieu du dessin fait 27 mètres de large par 95 mètres de long. Et là, on est 30 bénévoles, mais sauf qu'il faut les driver quand même. Et franchement, ils ont été admirables. Franchement, ils étaient à l'écoute et tout, parce que c'est la mer qui commande. Donc on n'a que 5 heures. Et quand elle décide de remonter, il faut aller très vite. Et là, je décide de le faire sur une plage face à Noirmoutier. Pourquoi? Parce que la famille Chédid a une maison de famille à Noirmoutier. Et je savais que Mathieu Chédid se voir, non, ce qui l'a ému, c'est de voir son père à côté de lui. Quand on lui offre dans la loge le tableau, quand il voit son père, d'abord j'offre le tableau, et pour faire voir que ce n'est pas un photomontage, on montre la vidéo après. Et en plus là, j'avais emmené mon ordinateur portable pour lui montrer des plans et tout ça. Et c'est vrai qu'il a été bluffé, on a passé une demi-heure dans sa loge, et il y avait un enfant avec moi, qui était avec moi pour lui prendre des photos avec lui. Et franchement, il m'a pris en aparté après. Et il m'a dit, j'aimerais bien vous recontacter pour faire ma grand-mère à Noirmoutier. Donc je lui ai dit, écoutez, ma carte est derrière le tableau, vous m'appelez quand vous voulez. Il ne m'a pas encore appelé, sauf que j'ai un ami qui était sur la Réunion dans un grand hôtel qui a discuté avec lui pendant 1 heure, et il lui a parlé du fameux dessin sur la plage. Et il se souvient très bien du festival de la Nuit de Lerne, parce que ce qui l'a marqué aussi, c'est ce fameux dessin qu'on a fait avec tous les bénévoles de la Nuit de Lerne. Et ça, c'est ça qui est sympa. Fredo m'a proposé de participer à son dernier projet sur les plages de Normandie. Il avait pour idée de dessiner le portrait de la Statue de la Liberté et il m'a proposé d'être figurante. Donc on a accepté avec grand plaisir. On s'est retrouvés sur une immense plage avec Fredo et je me demandais comment il allait arriver à ce fameux portrait de la Statue de la Liberté. Quand il démarre le projet, Fredo il se met tout de suite dans sa bulle, on ne peut plus lui parler et là il va commencer à dessiner quelques brides, à faire une sorte de grand quadrillage sur la plage. Nous on est là à côté à se poser plein de questions parce qu'on se demande c'est quoi le plan, où est-ce qu'il va arriver. Et puis petit à petit il va commencer à dessiner des choses. Il va aussi nous donner des instructions et on va se retrouver à gratter, à ratisser dans le sable selon les instructions de Fredo.
Et là, on voit des choses qui commencent à se dessiner sur le sable, mais on ne comprend toujours pas ce que c'est. Et puis le temps passe, et au bout d'1 heure, 2 heures, on commence à distinguer les éléments du visage de la Statue de la Liberté, les éléments de la coiffe, les éléments de la torche. Et on continue. Et tant qu'on n'a pas vu en fait, le premier plan drone, on ne se rend pas compte de la taille du dessin. Au premier plan, quand on est à côté de Fredo, on voit que les humains, on est des toutes petites choses à côté du portrait. Et c'est là qu'on se rend compte que le dessin, il est immense. Et on se dit, mais c'est pas possible, on était 2-3 heures à travailler dessus et on ne s'est pas rendu compte de la taille du dessin. On a un peu la pression sur la dernière heure de dessin, parce qu'on voit la marée qui monte, et on voit aussi Fredo qui prend le temps de faire les derniers détails du dessin, les finitions, et on sait qu'on n'a pas toute la journée devant nous, qu'il faut absolument terminer le dessin avant que la marée soit haute. Et c'est là où Fredo va nous mettre des dernières indications. Il va nous faire des croix sur des morceaux du dessin, et il va nous expliquer comment ratisser. Donc, on n'y connaît rien, il n'y a pas de problème, on s'en sort toujours. Il va nous expliquer si on ratisse fort, si on ratisse léger, si on fait des grands mouvements de balayage, si on fait des petits mouvements. Et c'est ça qui va donner les effets d'ombre, de relief. Et tout ça, c'est dans la tête de Fredo. Nous, on le retranscrit comme on peut dans le sable, et finalement, à la fin, ça fait un super beau dessin. Alors Bernard Hinault, bah, écoutez, c'est grâce à Thierry Geffroy, le président de Samsic, c'est un gros groupe qui est partenaire du Tour de France. Et il m'appelle, il dit, moi, je fais du vélo avec Bernard Hinault le dimanche matin, j'aimerais bien que tu fasses Bernard Hinault pour moi. Bah, je dis, ouais, mais quand? Bah, il dit, pendant le Tour de France. Donc il appelle le directeur du Tour et tout. Le directeur du Tour m'appelle, et là, bon, bah, le directeur du Tour de France qui t'appelle, bon, faut être préparé quand même. Et puis, mon papa, il adore le Tour de France, il adore Bernard Hinault. Je dis, faut qu'on assure pour Bernard Hinault. Donc, ils me disent, bon, voilà, on rend hommage à Bernard Hinault à l'étape Saint-Malo-Mur de Bretagne. On aimerait bien que vous le fassiez ce jour-là. Ok, mais moi, je dis, ça dépend à quelle heure. Il dit, bah, ça serait bien 12h30. Mais 12h30, bah, c'est chaud. Je dis, bon, je veux bien le faire, mais par sécurité, s'il pleut ce jour-là, je ne vais pas pouvoir faire. Donc, je le fais 2 semaines avant. Et là, en scénario, je dis, Bernard Hinault, qui voit Bernard Hinault, ça ne va pas l'intéresser. Donc, je demande au président du Tour si je peux avoir les contacts des enfants de Bernard Hinault. Et là, Thierry Geffroy me donne aussi ses contacts. Il les connaissait finalement. Donc, je les appelle et très gentiment, ils se prêtent au jeu. Je dis voilà, on va faire croire que c'est vous qui dessinez sur le sable. Et si vous avez des enfants, vous les emmenez avec vous. Il dit ouais, ben, il y a Alexandre qui a 2 garçons, et ben, il emmène ses garçons. Ah, puis ce qui serait fort,
si vous réussissez à choper dans l'armoire de votre papa les maillots, les 5 maillots jaunes qu'il a gagnés, les 5 tours, vous enfilez les maillots, ça pourrait faire un clin d'œil sympa. Là, il me rappelle le lendemain, on a les maillots à papa, on vient avec. Alors là, je vous dis, faut pas les perdre. Donc là, tout se déroule bien, il faisait beau, la mairie nous prête les remparts pour avoir des vues. Vous voyez la séquence où les enfants Hinault et les petits-enfants vont sur une tourelle qui est interdite au public. Ils regardent à la fin le portrait de leur père et de leur grand-père. Et là, quand Bernard Hinault voit la vidéo, on sent que ses yeux, ça pétille. Pas le dessin, Bernard Hinault, rien ne peut l'impressionner. Non, ce qui l'a impressionné, et il me l'a dit 3 semaines après, il me dit, toi tu m'as eu, toi. J'ai dit, pourquoi? Ouais, mes petits-enfants, là. Hein, comment t'as fait pour les avoir Et en plus, je lui ai dit, vos petits-enfants, ils ont bossé. Hein. Pendant 2h30, c'est eux qui ont fait le cuissard. Et là, franchement, j'ai retrouvé là, j'ai vu un Bernard Hinault avec le sourire et le grand champion qu'on connaît. Et là, pour une fois, je l'ai eu. Le prochain projet, c'est de retourner au Mont-Saint-Michel. Mais bon, on ne peut pas faire n'importe quoi au Mont-Saint-Michel. Donc, faire quelqu'un qui correspond à la France. Alors, j'ai une idée, c'est une chanteuse canadienne qui a arrêté de chanter pour l'instant, mais qui va peut-être reprendre, qui adore la France. Et pourquoi pas faire travailler Michel Drucker, qui est normand et qui connaît très bien le Mont-Saint-Michel, évidemment, de l'embarquer dans notre petite vidéo. Ça serait sympa. À suivre.
J'ai le vertige de nous. On n'a pas le même ticket pour cette vie de fou. Et si tout sonne faux, toi tu sonnes vrai.